Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Pour le thème de cette semaine, la préservation des océans, je reçois Charlotte Esposito de l'association Oceania basée à Moorea. À suivre, une conversation avec Charlotte. Yarana Charlotte. Yarana Philippe. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous présenter l'activité de ton association pour commencer ? Oui, bien sûr. Donc, l'association Oceania, c'est une association environnementale qui est basée sur l'île de Moorea et qui œuvre pour l'étude et la protection des cétacés en Polynésie française. Et donc, pour mener à bien l'ensemble de ces projets, on articule toutes nos actions autour de 3 grands axes. Le premier est vraiment dédié à l'éducation et la sensibilisation. Donc, on intervient dans le milieu scolaire, au sein de différentes entreprises. Enfin, c'est assez varié les publics que l'on a. Le deuxième grand axe concerne en fait l'étude et la recherche. Donc, on déploie au sein de chacun de nos projets tout simplement des problématiques scientifiques. On déploie un effort particulier sur le terrain pour essayer d'augmenter nos connaissances sur ces animaux et sur les problématiques qu'ils rencontrent. Et la troisième, c'est vraiment, on porte à cœur tout ce qui est insertion professionnelle et formation. Donc, on est amené assez régulièrement à interagir dans ce sens pour motiver les générations futures à prendre part aux filières environnementales. D'accord, ça fait beaucoup d'activités. Du coup, vous êtes une équipe de combien alors ? Alors, en permanence, vraiment, dans nos bureaux, on est entre 5 à 6 personnes. Et pendant la saison des baleines à bosse, où les projets sont un petit peu plus intenses et notre présence sur le terrain est aussi beaucoup plus marquée, à ce moment-là, l'équipe double quasiment. Donc, tu as vraiment une équipe de permanents qui est renforcée par une équipe de collaborateurs patentés, donc de collaborateurs locaux qui amènent leur expertise en fonction des projets qu'on déploie. Et on a aussi, comme beaucoup d'associations, on bénéficie du dispositif de pouvoir recevoir des services civiques, des stagiaires de fin d'études, des contrats aidés par le territoire, enfin voilà, tout ce genre de dispositif qui fait que oui, sur la saison, on est une petite équipe de 10. D'accord, ça fait une bonne équipe. Alors justement, dans le cadre de ce que vous observez au quotidien, notamment pendant la saison des baleines, où a priori vous êtes peut-être plus sur l'eau, quelle est de ta perspective l'état de santé de l'océan aujourd'hui et quelles sont les menaces les plus immédiates ? Alors, c'est vrai que de par les projets qu'on déploie actuellement, il y a plusieurs choses qu'on peut noter. Alors, il y a un projet qui s'appelle du coup Aroa, qui est vraiment déployé pour tout ce qui est pollution des océans et limiter le risque d'empêtrement de la biodiversité marine dans les engins de pêche, les filets à la dérive, le cordage, etc. Et le constat, il est clairement quand même que chacune de nos sorties en mer, c'est-à-dire une fois par semaine, on ramasse des choses. Donc, après, les quantités de ces déchets sont plus ou moins variables et leur provenance aussi. Tu as une partie des déchets qui sont clairement d'origine terrestre. Donc, c'est des ordures ménagères, ça va être du plastique, des bouteilles, etc. Mais la majorité des déchets qu'on sort de l'eau sont vraiment issus, en fait, de vieux cordages qui traînent depuis un bout de temps, de filets qui sont à la dérive et qui finissent sur nos îles. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important de noter, c'est que une partie des déchets qu'on ramasse ne provient pas nécessairement de la Polynésie française. On a une place dans l'océan qui est assez particulière. On se trouve vraiment sur la frontière d'une gère océanique, donc ce grand courant à l'échelle de notre océan. Et du coup, les courants font que régulièrement, on reçoit un petit peu les faits ou d'ailleurs. Donc ça, c'est un constat qui est assez régulier et du coup qui nous fait vraiment prendre conscience de l'impact aujourd'hui que ça a sur nos îles et le fait qu'il faille le prendre en charge. Et ensuite, la deuxième chose vraiment sur laquelle on porte une attention particulière, c'est l'augmentation du trafic maritime. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'une façon mondiale, ce trafic il est en nette augmentation parce qu'on bénéficie au quotidien d'arrivées de matériaux, de marchandises. Et la Polynésie fait pas exception. Bien au contraire, notre isolement géographique et les besoins que l'on a ou que l'on se crée fait qu'on a de plus en plus de navires qui arrivent sur Tahiti. Et donc, du coup, ça représente clairement un risque qui n'est pas des moindres pour notre océan et pour tous ses habitants. Donc, nous, les cétacés, les menaces directes qu'on observe, c'est le risque de collision qui est de plus en plus élevé sur la route entre Tahiti et Moorea.
Et ensuite, tout ce qui est indirect, c'est la pollution sonore. On parle beaucoup de la pollution plastique et on pense un peu moins à la pollution sonore qui n'est pas visible. Mais lorsque tu parles d'animaux comme les cétacés qui sont de vrais spécialistes acoustiques, ça a une importance qui est clé. Donc vraiment, quand il devrait un petit peu faire un bilan sur l'état de santé sur nos océans, on ne peut pas dire qu'il est en pleine forme quand même au vu de tous les signaux d'alerte que l'on reçoit. Par contre, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde par rapport au reste du monde et à nos collaborateurs, on a encore un de ces endroits privilégiés où on a une biodiversité qui est bel et bien présente, une diversité qui est là aussi. Et donc, il y a vraiment encore des enjeux et beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc, c'est un message positif aussi qu'on veut véhiculer parce que il y a des solutions qui existent, encore plus quand sur une superficie aussi grande que la Polynésie, on a aussi peu d'habitants. Ça, c'est quelque chose qu'on souligne peu, mais on a la chance d'avoir un sanctuaire qui est aussi grand que l'Europe et d'avoir une population qui est peut-être de la taille moyenne d'une ville en France, tu vois. Donc, notre impact, il peut être significatif et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, quoi. Et justement, je trouve que dans ta réponse, on voit bien à quel point la problématique est complexe. On a effectivement des choses que l'on voit tous au quotidien et les déchets, c'est facile à voir quand on va à la plage. Mais il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas forcément, qui sont voilà, la problématique acoustique, la problématique de trafic maritime. Et ça m'amène du coup à la question sur un documentaire que tu as très certainement vu, dont tu as en tout cas entendu parler. C'est le documentaire Seaspiracy qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. En tant que professionnel, quel est ton avis sur ce documentaire? Alors, bien sûr, c'est un documentaire du coup que j'ai vu parce que, comme tu dis, il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, sur Netflix. Enfin, ce documentaire, il a réveillé une partie de la population. C'est indéniable que ce qu'il montre du doigt, c'est une vérité. Il y a aucun doute là-dessus. Les menaces qui sont pointées, etc., il faut qu'on s'y attelle, il faut y réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Mais par contre, je le trouve limitant quand finalement, au point de vue qui sont partagés avec le grand public, une fois de plus, c'est un documentaire qui, dès le début, est très positionné. Et en fait, où j'ai l'impression que peu à peu, on tente à te convaincre et à te faire penser un peu, tu vois, la vie du protagoniste et de toutes ces personnes qu'on interroge au fur et à mesure du documentaire, sans donner parfois soit la voix des personnes qui sont en plein milieu de cette problématique et qui pourraient avoir un avis différent, ou tout simplement en essayant un petit peu aussi de prendre du recul sur cette problématique, noter la complexité de certains de ces enjeux et montrer qu'ailleurs dans le monde, les choses aussi sont différentes. Donc, moi, ce genre de documentaire, je le prends toujours avec beaucoup de précautions, beaucoup de pincettes. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup sur un peu ce sentiment de faire culpabiliser l'homme pour essayer d'amener à son éveil quant à l'environnement. Et tu te trouves un peu désemparé quand tu finis ce documentaire. Et moi, la première, alors que je suis en première ligne, je suis dans ce milieu depuis 10 ans, que j'ai pas besoin d'être convaincue, tu vois, de l'urgence de protéger nos océans. Et pourtant, je pleure comme une madeleine, genre la dernière scène, parce que tu peux pas rester insensible face à des images qui sont aussi dures. Et donc voilà, donc c'est vrai que ce documentaire-là, je le trouve intéressant dans le sens où il montre du doigt clairement des choses qui ne vont pas et le fait qu'il ait un peu de temps de se réveiller, mais qui ne laisse pas la parole non plus à des communautés à travers le monde qui ont su faire les choses différemment et dont on devrait clairement s'inspirer. Et tu vois, par exemple, si tu essaies vraiment de prendre le cœur du sujet de ce documentaire qui est autour de la surpêche, etc., c'est un modèle qui s'applique pour des pays développés, qui déploient ces efforts de pêche et qui est malheureusement devenu une majorité sur notre planète. Mais tu as aussi des communautés comme les nôtres, où la pêche artisanale est encore la pêcherie la plus développée et où clairement, quand tu as un morceau de poisson dans ton assiette, les questions que tu te poses ne sont pas les mêmes que l'Européen qui mange un poisson qui arrive de l'autre bout du monde, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y a des raccourcis qui sont faits qui ne sont pas toujours, je trouve, porteurs ou des plus judicieux. Mais
voilà, c'est toujours un petit peu, de toute façon, le propre, hein, du documentaire, c'est que rares sont les documentaires neutres, hein. Je pense que voilà, mais c'est vrai que quand tu as pas vraiment de clé en main à la base et que tu découvres un peu la problématique, et ben, je trouve que tu finis sur un aspect un peu de culpabilité et pas Hmm. nécessairement de vouloir t'engager ou de vouloir aller chercher des solutions. Tu te dirais Hmm. assez facilement: «Bon, ben, j'arrête de manger du poisson, je fais plus ça, je fais plus ci, mais pas, ah ben, ailleurs dans le monde on fait ça, donc qu'est-ce que je peux faire Hmm. moi?» Voilà. Effectivement, c'est un peu le point qu'on souligne dans la newsletter aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait été intéressant d'aller chercher des solutions ailleurs, comme chez nous, avec la Hui, par exemple, qui sont des outils qui marchent très Exactement. bien. Et toi qui fais de la sensibilisation et de l'éducation à titre professionnel, est-ce que justement tu penses que ce travail qui est parfois très simplificateur, justifié par la volonté de faire de l'impact, fonctionne bien, ou est-ce qu'il vaut pas mieux justement expliquer clairement comment les choses fonctionnent et montrer qu'il y a de l'espoir, comme tu le disais tout à l'heure, pour vraiment faire en sorte que les gens s'engagent? Ouais, moi je suis plutôt de cet avis-là, en effet, d'essayer de faire naître, des initiatives. C'est vrai que enfin vraiment ce que l'on remarque d'une façon très générale lorsqu'on intervient, c'est que quand même, on a affaire à des générations qui se sentent de plus en plus concernées, qui sont de plus en plus curieuses, qui sont au courant. Et par contre, le constat, il est souvent le même, c'est que les gens se sentent un peu démunis pour prendre au corps toutes ces problématiques-là, mais que quand tu leur fais des propositions, que tu leur proposes d'une certaine mesure de pouvoir s'engager à leur échelle, euh, eh bien ça prend tout, enfin, ça prend tout un sens différent. Je sais que, enfin, pour te donner un exemple, on va dire assez concret, le fait typiquement d'intervenir auprès de jeunes, d'essayer de les engager dans des filières environnementales, etc., où les choses elles peuvent paraître parfois assez floues pour eux, et de leur proposer sinon de rejoindre un programme sur lequel ils vont être rémunérés, qu'ils vont s'engager pour l'océan, etc. Ben, la finalité, c'est qu'une fois qu'ils se sont engagés, une fois qu'ils ont découvert par eux-mêmes les problématiques et qu'ils ont vu qu'ils étaient porteurs d'une solution, et bien finalement, on est apparu que comme un tremplin Hmm. dans leur petite vie, parce qu'après, eux-mêmes ont envie d'initier de nouveaux projets, eux-mêmes ont envie d'amener d'autres personnes dans la boucle, etc. Donc je pense que, en effet, la meilleure option, c'est vraiment d'essayer, ben, de générer de belles idées, de générer des solutions, de générer des projets, et de montrer surtout en quoi tout un chacun peut agir, parce que bah, il ne faut pas nécessairement être scientifique, écologue ou biologiste, tu vois, pour Hmm. faire son petit bout de chemin, quoi. Effectivement. Alors du coup, ma dernière question pour toi, si tu devais recommander à nos auditeurs une action simple pour s'engager pour l'océan, ce serait quoi? Et ben, déjà, je pense qu'en Polynésie, on a quand même un paysage associatif qui est assez Mhm. exceptionnel. On a plus de 100 associations environnementales. Donc, je suis sûre que la majorité peut trouver un peu chaussure à son pied et s'engager dans des petites assos de quartier, dans un projet des plus petits soient-ils, mais pour avoir l'impression de vraiment faire quelque chose. Et ensuite, vraiment, même professionnellement, je sais que localement, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se posent cette question de comment ils peuvent agir sur l'environnement, comment se faire accompagner, rentrer dans cette transition écologique dont tout le monde parle. Et donc vraiment, ben, parfois je sais que ça peut être la frustration de certains de se dire oh, ben, je vais me reconvertir, je vais m'engager pour la Mhm. protection de l'océan, mais parfois il y a plus simple, c'est de réfléchir à l'activité qu'on accomplit au quotidien, de voir dans quelle mesure on peut essayer de faire des petits changements. Donc ben, ces entreprises-là, du coup, je les motive grandement à se tourner vers des associations, vers des professionnels, des gens qui vont pouvoir les accompagner. Euh, et ensuite aussi, bah, de noter qu'aujourd'hui, on parle vraiment de l'océan et de son rôle, à quel point il est précieux dans notre quotidien, parce que je pense que ça, l'homme l'oublie, parce qu'on est Mhm. profondément des terriens, alors que notre planète, c'est loin d'être une planète Terre, c'est une planète bleue, on est entouré d'eau constamment. C'est grâce à ce grand océan qu'on respire à plein poumon quotidiennement. Sur nos îles, on ne peut absolument pas passer outre qui nous rend des services incroyables. Et notre impact et nos actions, bah, elles commencent sur Terre, déjà en étant plus vigilants sur les déchets qu'on va Mhm. engendrer, en essayant de les réduire, sur notre consommation. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle que l'on a en tant que consommateur
consommateurs, c'est-à-dire que si on arrête de consommer des choses, elles vont arrêter d'arriver sur notre territoire. Bien sûr. Et donc ça va être une vraie boucle. Donc, consommer localement, c'est un conseil qu'on recommande très, très souvent et qui est à la portée de tous, d'encourager des initiatives locales, d'aller plutôt chez votre petit producteur, de manger du poisson qui est issu d'une pêcherie artisanale, d'essayer de faire venir le moins de choses de l'autre bout du monde. Pour moi, c'est un petit peu ça, être responsable, engagé aussi pour sa planète dans un futur proche. Voilà. Et à la portée de tous. Super. Donc, si chacun fait quelque chose, l'océan fera sa part aussi dans tout ça. C'est toujours une belle leçon d'interaction. Bon, je fais depuis longtemps, je crois, ça part, donc il est temps de lui un peu la part. Effectivement. Charlotte, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Philippe. Merci. Alors j'imagine que tu n'as plus à être convaincu de la nécessité de préserver nos océans, mais j'espère que cette conversation avec Charlotte t'aura apporté une perspective concrète et une analyse approfondie de la part d'un professionnel de cette problématique à laquelle nous faisons face. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte email tous les prochains numéros le mercredi à 17h30. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage, à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, nana.